et on pourra également le partager à la fin de la présentation, ou du moins de la correction, disons. Donc, je pense qu'on va faire comme habituellement. On va projeter les questions et puis bon, on va répondre directement selon que vous êtes disponible effectivement pour participer. Maintenant, selon ce que je voudrais ajouter là de la part effectivement de M. Saoro, pour nous permettre vraiment de gérer les copies, c'est vrai, il ne reste plus grand chose, parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile. Voilà, on va demander aux uns aux autres de créer des adresses email. Voilà, s'il y en a qui ont des difficultés pour créer une adresse email, demain soir, ce qui est sûr, on va communiquer dans le groupe là. Demain soir, on fera une séance de coaching pour vous aider effectivement à créer des adresses Google. Ce n'est vraiment pas difficile, c'est une histoire de quelques 2 minutes. Comme ça, ça va être facile la gestion des copies. Parce que quand vous envoyez, vous voyez par exemple ici on est près de 40 personnes, il faut prendre chaque copie, rechercher le numéro de la personne, parce qu'il faut récupérer ça sur l'ordinateur, et puis chercher le numéro de la personne, envoyer un à un. Il y a les ingénieurs, il y a les infirmiers, il y a les sages-femmes, ça fait que c'est pas toujours facile. Voilà, alors que si vous avez des adresses email, on peut gérer ça automatiquement à partir de l'adresse, pour que la copie là vous revienne automatiquement. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de vous demander. Voilà, si vous ne pouvez pas créer l'adresse, demain soir on va faire une séance de coaching pour vous assister, afin que vous arriviez quand même à pouvoir créer une adresse email. Ceux qui n'ont pas de son, il faut augmenter également le volume, ou bien il faut revoir la connexion. Parfois, il faut se déconnecter et puis se reconnecter. Voilà, c'est un peu ça aussi. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, s'il n'y a pas de questions, je vais partager mon écran. On va commencer avec le 6h6 et le 6h5 du moins. Voilà. Et je pense que on va faire comme habituellement. Celui qui veut prendre la parole, il prend la parole, il répond à la question et puis on va faire ainsi de suite. Donc, je vous écoute. La personne, la première à vouloir parler, vous pouvez aller. Sinon, je vais répondre moi-même. Est-ce que quelqu'un voudrait parler? D'accord. Comme personne ne réagit, je pense que je vais parler. La première des questions demande: lors du bilan initial rapide en salle de naissance chez une gestante positive au COVID-19, les assertions suivantes ne sont pas fausses, sauf une. Il faut rassurer la femme et son entourage. Il faut informer discrètement les membres de l'équipe qui doivent eux aussi porter des bavettes. Voilà. Il faut désinfecter la salle avant la sortie de la femme. Il faut respecter la distance minimale, au moins 1 mètre avec la patiente, sauf pour l'examen physique. Donc on dit que les assertions suivantes là sont vraies, sauf une qui n'est pas vraie. Est-ce que quelqu'un veut bien répondre? Oui, je propose la réponse. D'accord, donc ici moi je vais répondre, comme personne ne veut répondre. On dit désinfecter la salle avant la sortie de la femme. Même s'il y a salle à désinfecter, c'est quand même pas avant la sortie de la femme. On va désinfecter la salle après la sortie de la femme.
Est-ce que c'est bon? Donc la première question, la bonne réponse est le C. Deuxième question, le coronavirus ne se transmet pas par les animaux et hommes, entre humains, la piqûre de moustiques infectés, par les salutations en se serrant la main. Qui veut répondre? Je pense que l'important également de la participation, c'est de la correction en groupe là, c'est que vous participez, on va échanger. Sinon, moi je vais vous envoyer juste la correction et puis on y va. Hein. S'il y a des échanges, ça va me permettre également d'expliquer certaines choses. Mais si vous êtes muet, bon, ça va être bizarre. Konaté Lassina, on est ensemble, il ne faut pas dormir là-bas. D'accord, donc le coronavirus ne se transmet pas par les piqûres des moustiques infectés. On n'a pas dit ça, mais entre animaux et puis hommes, oui. Entre les humains, oui. Par les salutations, oui. Donc le coronavirus ne se transmet pas par la piqûre des moustiques infectés. Donc la question également, la deuxième question, la réponse est C. L'épidémie de Covid-19 a débuté à Hong Kong, à Tokyo, à Wuhan, à Dubaï. Bonne réponse. Le C. Le C. Sawadou a ouvert son micro, allez-y. L'épidémie de Covid a débuté. La bonne réponse est le C. Kambou. D'accord, on ne va pas perdre du temps. Donc, l'épidémie de coronavirus a commencé à Wuhan. Ça, c'est clair. C'est là-bas que ça a commencé en Chine. Alors, la Covid-19, c'est le nouveau-né. Hein? La Covid-19, c'est le nouveau-né. On dit... Bon, quelqu'un dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous ne m'entendez pas vraiment? Si vous ne m'entendez pas, il faut dire, hein, je ne sais pas. Vous ne m'entendez pas? Si, on vous entend. Bon, parce qu'il y a des gens qui écrivent qu'il n'y a pas de son. S'il n'y a pas de son, c'est que c'est problème de connexion. D'accord. Donc, la COVID-19, c'est le nouveau-né. Ça existe, hein? Si elle est asymptomatique, la symptomatologie est bruyante, elle est d'emblée grave, la symptomatologie est volontiers neurologique. Bonne réponse. Est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose? Allô? D'accord. Donc, je réponds encore que la COVID-19, là, chez le nouveau-né, la symptomatologie est vraiment neurologique. Hein, ce sont des signes neurologiques, c'est-à-dire que l'enfant peut être hypotonique, ou bien l'enfant somnole, ou bien il y a des gémissements. Quelques rares fois, il y a également des manifestations digestives. Donc ça, c'est la COVID-19. C'est l'actualité du moment, hein, il faut également en tenir compte. 5. Les mesures suivantes protègent la parturiente contre la COVID-19, sauf une. On dit réserver une salle ou un box pour les cas suspects ou positifs et désinfecter régulièrement. Déconseiller la présence des accompagnateurs dans la salle d'accouchement. Fermer les portes et les fenêtres. Faire porter un masque à la femme. Donc on dit, parmi toutes ces mesures-là, elles protègent la femme contre la Covid, mais il y a une seule assertion qui n'est pas vraie, ou bien qui ne protège pas la femme. Laquelle? Est-ce que quelqu'un veut bien répondre? Les mesures suivantes protègent la parturiente contre le Covid-19. Oui, allez. Sauf le A. Réserver une salle ou un box pour les cas suspects ou positifs et désinfecter régulièrement. Déconseiller la présence des accompagnateurs. C'est fermer les portes et fenêtres. On peut aller. Faire un masque à la femme. La bonne réponse est le C. Voilà. Je ne vous entends pas.
J'ai dit la bonne réponse, c'est le C. Le C, fermer les portes et les fenêtres. Effectivement, c'est vrai. Fermer les portes et fenêtres, ça ne peut pas protéger la femme. Ok? Donc, on va à la question 6. Merci beaucoup, madame. Parmi les propositions suivantes, une seule est fausse. Laquelle? La mise au sein du nouveau-né des mères positives au Covid s'est fait immédiatement après avoir porté un masque, après avoir lavé les seins, dès que l'état de la mère le permet, après 24 heures. Parmi les propositions suivantes, une seule est fausse. Oui. Alors, après 24 heures. Donc la fausse là, c'est après 24 heures. Donc même en temps de Covid-19, hein, c'est pas après 24 heures qu'il faut mettre l'enfant au sein. Hein, dès que la maman effectivement, on donne un masque également à la maman, elle peut immédiatement donner l'enfant, mettre l'enfant au sein. Donc ça vous permet également d'apprendre, hein, parce que ça veut dire qu'en d'autres termes, on peut inverser la question. Voilà, donc si la maman porte un masque, elle peut donner le sein effectivement à l'enfant, même si elle est atteinte de Covid-19. Ok, donc on quitte dans Covid-19, on rentre dans l'appareil génital de la femme. Les organes génitaux internes se composent du vagin, de l'utérus, de la vessie, des annexes. Moi, je propose le A, le B et le D. Le A, le B et le D. Et le D. Ah, donc il n'y a pas vessie dedans. D'accord. Je pense que tout le monde est d'accord, hein? Donc on va à 8. 8. Les lésions. Oui. Les lésions précancéreuses, elles apparaissent près de la zone de jonction. L'éctropien est le primo-movène. Oui. C sont dus à toutes les virus à papillomavirus. Oui. D sont guérissables. Les lésions précancéreuses sont guérissables. Donc la bonne réponse est D. 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 D seulement, hein? On dit qu'elles apparaissent près de la zone de jonction, bon, comme cylindrique, ils n'ont pas ajouté ça. Donc, bon, moi, sont dus à tous les... Bon, moi, j'ai pris D en tout cas. Les autres? Le A aussi. Le A aussi. Je propose d'ajouter le A. Le A aussi. Elles apparaissent près de la zone de jonction. Les autres? Ajouter la zone de jonction comme cylindrique là-bas, je ne sais pas. Les autres? Jonction, bon. Qui parle? Il y a le C aussi. Oui. Moi, je propose le A, Oui. le C et le D. Oui. A et puis quoi? D. C et D. C. Oui. A, C et D. Ah, donc tout alors? Non, sauf le B. Ah, sauf le B. Oui. Donc ça aussi. Oui. Les lésions précancéreuses sont dues à tous les HPV. Moi, je ne comprends pas trop le B là même. Vous ne comprenez pas quoi? Le D. Le B.
L'ectropion. L'ectropion. Mais vous connaissez l'ectropion? Oui, le primum movens. Primum movens. Donc c'est primum movens là que vous ne comprenez pas. Voilà. C'est l'élément déclencheur. Donc tout est. C'est le primum movens. Donc les bonnes réponses là, c'est effectivement le A. Les lésions précancéreuses apparaissent toujours sur la zone de jonction ou à côté de la zone de jonction. L'ectropion, tout commence avec l'ectropion. Hein? Oui. Tout commence avec l'ectropion. Parce que l'ectropion, c'est l'éversion effectivement de l'endocole. Il y a un processus de maturation. Hein? Sinon, les gens du haut niveau, comme chez les Konaté, là, ils vont parler de métaplasie normale et de métaplasie anormale. Mais en français facile, on va dire c'est un processus de maturation du col. Hein? Parce que quand vous regardez, l'endocole, il est rouge, l'exocole, il est rose. Et à un certain moment, on constate que le col là devient rouge. Hein, et c'est ce qu'on appelle l'ectropion. Parfois, les sages-femmes là disent que non, il y a une infection, ils prescrivent les antibiotiques, les ovules. La femme revient, malgré tout, ça ne finit pas. Non, c'est un ectropion. Voilà. Et souvent, vos ovules là ne vont pas faire quelque chose, ça ne va pas guérir. Voilà, parce que c'est un processus normal. Et parfois, c'est à ce stade-là que le HPV là profite et il modifie également ces cellules-là qui sont en train d'évoluer vers une certaine maturité, créant ainsi ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Le C dit qu'ils sont dus à tous les HPV. Les HPV là, il y en a une cinquantaine, près de 150 types de HPV. Mais il y a seulement 50 types qui sont cancérigènes, qui sont oncogènes. On les appelle des HPV oncogènes, qui peuvent provoquer le cancer. Donc, ce n'est pas tous les HPV. Également, les lésions précancéreuses sont également guérissables. Si on les détecte très tôt, on peut guérir des lésions précancéreuses. Donc, voilà effectivement les bonnes réponses. Allez-y, parlez et puis arrêtez, cessez de lever la main. Allez-y, intervenez. Cabri, allez-y rapidement. C'est quel HPV? Vous dites que c'est quel HPV qui est à l'origine des lésions précancéreuses du col? Ajoutez le volume, on ne vous entend pas très bien. Je demande c'est quel HPV qui est à l'origine des lésions précancéreuses du col. On ne peut pas les citer. Il y a près de 50 types. Il y a près de 50 types qui entraînent le cancer. Et en bas là, moi je vous pose la question, madame. Oui. Voilà, vous avez fait la vaccination tout de suite contre le HPV, c'est ça? Non. Vous n'avez pas participé? Non. Mais vous avez appris quand même qu'il y a eu une campagne? Non. Vous travaillez où? Oui, je suis au CHR. CHR d'où? Les Kaya. Et vous n'avez pas appris qu'il y a eu une campagne de vaccination anti-HPV? Franchement dit là, je n'ai pas été informé. Bon, je vais appeler Douba demander, même docteur Tengueri, on va demander si eux, ils n'ont pas briefé les sages-femmes sur ce vaccin-là. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, la suite des questions là va vous permettre quand même de comprendre. Sinon, il y a eu une campagne de vaccination au Burkina contre le HPV. La vaccination là s'est passée, je crois, en juin, ou bien c'est avril encore. Et le vaccin là, on va faire également les doses de rappel bientôt.
Voilà, donc il faut chercher des informations sur le vaccin. Hein. Il ne faut pas aller à l'examen sans ça. Merci. D'accord, la question qui suit. Dans tous les cas, après, je pourrais en tout cas vous apporter d'autres informations par rapport à ça. Le 9. Question 9. Le vaccin anti-HPV utilisé au Burkina Faso couvre 2 types de HPV, 9 types de HPV, 4 types de HPV, tous les types de HPV. On choisit le D, tous les types de HPV. Le D, non. Non, tous les types de HPV oncogènes. Oui. J'ai pas compris. Allez-y. Moi, je choisis le D, la réponse D, tous les types de HPV oncogènes. Hein? Moi, je ne vous entends pas bien. Le D. Le D, je dis le D. Tous les types de HPV oncogènes. Oui, ça. Ok. Konaté. Konaté Lassina. Béatrice Ouedraogo. Les gens là ont disparu. Je propose le fait. 4 types de HPV. C'est Bibetta qui parle. 4 types de HPV. Oui. Vous pouvez me les citer? Malheureusement, non. Hein? Non, je ne connais pas, je ne peux pas les nommer, mais je pense que c'est 4 types de HPV. Comment s'appelle le vaccin? Bon. C'est quoi trivalent? Le vaccin, ça s'appelle quoi? Le vaccin, bon. Je n'ai pas retenu le nom. Je n'ai pas retenu le nom. La sage-femme là, c'est compliqué, hein? Vous me faites peur. Non, ça va aller. Ah, bon. Bon. Je vais pas demander à la hiérarchie de répondre à la question, mais bon. Enfin. Sinon, le vaccin, effectivement, le vaccin que nous utilisons, ça couvre 4 types. Le vaccin, c'est le Gardasil 4. Hein? C'est le Gardasil 4 et ça couvre 4 types de HPV. Hein? Et c'est les 4 les plus répandus également au Burkina. Je vais revenir sur ça, mais je vous laisse quand même chercher les 4 types là. Parce que c'est comme ça qu'il faut apprendre. Il faut chercher les 4 types de HPV qui sont couverts par la vaccination là. Ça, vous devez trouver ça. Si vous ne trouvez pas, dans tous les cas, je reviendrai dessus. Le vaccin anti-HPV utilisé au Burkina est nanovalent, bivalent, tétravalent, quadrivalent. Qui répond? La bonne réponse, c'est le D. Le D. Le D. Quadrivalent. Je vais répondre à ça quand même. Quadrivalent, ça veut dire que ça... C'est 4. Donc, vous ne devez pas même tituber ici. Le 11. Le 11. Le 11 dit, les vaccins anti-HPV sont administrés en une série.
2 doses espacées de 6 mois. 3 doses espacées de 6 mois chacune, c'est les immunodéprimés. D'une seule dose, de 2 doses espacées de 2 mois. Les bonnes réponses. C'est le A. Le A, 2 doses espacées de 6 mois. Le B aussi est vrai. Même si au Burkina, on ne l'a pas adopté, généralement chez les personnes immunodéprimées, là, genre chez les enfants, il y a des enfants immunodéprimés, on fait quand même 3 doses. Voilà, sinon chez nous, ce qui est fait, c'est vraiment le A. Donc c'est 2 doses, et la première dose a été faite, je crois bien que c'est en avril, ou bien c'est en mai, et la deuxième dose, là, ça va être 6 mois plus tard. Question 12. Le succès de la prévention du cancer du col de l'utérus nécessite. En fait, quand vous regardez également les questions là, ça veut dire que ça vous interpelle également là où vous devez chercher également l'information complémentaire. Parce que nous n'avons pas la prétention de vous donner tout, mais ça vous permet de mesurer également le niveau de vos connaissances générales et vous devez chercher également d'autres choses pour compléter. Et chaque fois que je fais, je dis, vous avez des élèves sages-femmes qui sont à côté, ce sont des choses qu'on les donne, il faut les demander les cours, il faut lire, ça va vous permettre de vous raffermir effectivement certaines choses. Dans 10 minutes, hein, ça va se déconnecter, il faut juste cliquer encore sur le même lien. Donc le 12 là, le succès de la prévention contre le cancer du col nécessite un test de dépistage précis, une couverture élevée du dépistage, un couplage du dépistage et du traitement et de tous les éléments. Bonne réponse. Le D. Le D. Donc, tous les éléments. Effectivement, quand vous regardez, on a besoin de tous les éléments qu'on a cités ici, vraiment pour lutter efficacement effectivement le cancer du col. Il y a des gens qui ont toujours des problèmes pour se connecter. Voilà pourquoi souvent on dit, bon, s'il y a des soucis, venez avant, et puis bon, c'est pas comme on peut filmer et puis gérer les problèmes. Le dépistage par IVA doit être proposé à toute femme de 25 à 55 ans, à toute femme ayant eu au moins un rapport sexuel, à toute femme de 25 à 55 ans ayant eu au moins un rapport sexuel, tous les éléments suscités. Qui répond? Je propose le C. Le C, tous les éléments. Non, le C. Ah, le C, toutes les femmes ayant déjà eu au moins un rapport sexuel. Quelqu'un d'autre? Toute femme ayant déjà eu au moins un rapport sexuel, toutes femmes de 25 à 55 ans. Okay. Je propose le D. Les D, tous les éléments. Je propose le D. D. Tous les éléments. Ah bon? Si je propose les D, tous les éléments. Ok. Bon, mais dans l'indication de l'IVA-IVL, on va procéder par élimination. On commence par à partir de 25 ans. Donc quand on prend le B là, on dit à toute femme ayant déjà eu un rapport sexuel. Donc ça veut dire que si la femme là a 16 ans et qu'il a eu un rapport sexuel, pour vous il faut faire IVA-IVL. Oui. Oui. Ah oui. Oui. Non. Moi, je me dis. On maintient le C seulement. Également, on dit à toute femme de 25 à 55 ans, si vous avez une femme de 25 ans qui est vierge, est-ce que vous allez faire le IVA-IVL également sur elle? Non. Ah, donc si déjà on regarde tout ça là, on sait clairement que ça ne peut pas être D. Souvent c'est ça, hein. Pour répondre, il faut procéder par élimination. Est-ce que vous voyez?
bonne réponse ici, là, c'est le C. S'il y a des... Si c'est pas possible, vous pouvez m'arrêter. Hein. Sinon, on continue. 14. Les composants des soins tertiaires dans la prévention du cancer du col. Vous savez, quand on parle de prévention, il y a la prévention primaire, il y a la prévention secondaire, il y a la prévention tertiaire. Voilà. Donc, on dit que ça comprend la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, tous les éléments. Propose le D. Voilà. Ici aussi, sans quand même trop réfléchir, on sait que c'est vraiment le D. Parce que les D là, les soins tertiaires, c'est la prise en charge des cas. Donc, prise en charge d'un cas de cancer, ça va demander une chirurgie, ça va demander la radiothérapie, ça va demander également la chimiothérapie. Donc, la bonne réponse est D. Je ne comprends pas. On dit la prévention, ça veut dire le cancer n'est pas déclaré d'abord. On a dit la prévention. Est-ce que la chimiothérapie, c'est une prévention? Je comprends. Non. Mais Bon, ça, on va aller dans les éléments basiques. Hein. Ça, c'est la première année. Et j'ai dit, quand on parle de prévention, il y a la prévention primaire, il y a la prévention secondaire et il y a la prévention tertiaire. Si, par exemple, quelqu'un a un cancer, ce que vous prévenez là, c'est quoi? Vous prévenez quand même la mort. Donc, et j'ai dit la prévention tertiaire, c'est la prise en charge des cas. La prise en charge des cas, c'est encore la prévention tertiaire. Ce sont des questions d'épidémiologie générale. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord que dire que la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, ce ne sont pas des... c'est pas une sorte de prévention. Bon, ça c'est pas M. Paul qui l'a dit, mais en matière de prévention, c'est ce que l'on dit. La prévention primaire, c'est d'abord éviter même d'être en contact avec la maladie. La prévention secondaire, c'est le dépistage des cas, la recherche effectivement des cas. Et la prévention tertiaire, là, c'est la prise en charge des cas et parfois également les soins réadaptatifs. Hein? Voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez rechercher vos cours d'épidémiologie de base, regardez, je pense que vous allez les voir. 15. Les signes suivants peuvent révéler un cancer du col. Saignements vaginaux anormaux spontanés en dehors des règles, hydrorrhée nauséabonde, ménorrhagie, la toux. Je propose A, B, C. A, B, C, c'est clair. Voilà, s'il y a un saignement en dehors des règles, s'il y a un écoulement de liquide qui sent mauvais, s'il y a également des saignements qui se prolongent, hein, on peut effectivement suspecter un cancer du col. La toux, c'est un élément isolé. On parle de l'HPV. HPV, prélèvement, autoprélèvement. C'est vrai que certaines personnes vont dire que c'est nouveau, mais il y a également dans la lutte contre le cancer du col là, il y a également ces nouveaux examens là qui existent. Hein? Et on parle des conditions d'éligibilité du prélèvement pour le test HPV. Vous savez qu'en plus de l'IVA-IVL, il y a également le test HPV qui existe. On recherche maintenant le virus dans les sécrétions vaginales de la femme. Donc, les conditions, on dit absence de saignement, pas de rapport sexuel pendant 24 heures, avoir au moins 20 ans. Donc, on dit de choisir les bonnes réponses. Je propose le C. Les D.
Le C. Ah, oui, c'est D. Le C, améliorer. Non, avoir au moins 20 ans. Donc, j'enlève ça, c'est avoir au moins 20 ans. C'est ça? Ah oui. Alors que dans les conditions, là, il y a tout ça dedans. C'est tout. Il ne doit pas avoir de saignement, même les règles. Les 24 heures précédentes, il ne devrait pas y avoir de rapport sexuel. La femme, on devrait également quand même avoir au moins 20 ans. Voilà, c'est ça qui ne fait pas partie. Non, c'est le tout. Donc, c'est quelques critères pour vraiment l'autoprimaire. Est-ce que ça va? En résumé, c'est E, A, B. Voilà, bon, j'ai corrigé, hein, c'était pas E, mais c'est bon. Souvent, c'est des petites erreurs qui arrivent. Donc, c'est la première, c'est le deuxième et puis le troisième. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Monsieur